Le directeur général de l'Imprimerie nationale a réfuté des propos tenus par le candidat Marc Ravalmanan hier, lors d'un face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle. Propos concernant 500 000 cartes d'électeurs qui ont été imprimées sous pression du ministre de l'Intérieur. Lors de son passage sur la plateforme Yarmanounz, Der Ranjat Zarafar, ancien directeur général de l'Analogue, a contesté des propos tenus hier par le candidat numéro 25, des allégations concernant la saisie d'une propriété appartenant à la FJKM par la vice-primature en charge de l'aménagement du territoire au cours de la période de transition. Des mensonges qu'il considère comme indignes d'un candidat à la présidentielle selon les explications. En France, le gouvernement a dévoilé ses arbitrages pour la fameuse hausse de 100 € annoncée par Emmanuel Macron pour les travailleurs payés au SMIC. Ce gain passera par une hausse massive de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février pour compléter le salaire de janvier, a annoncé Édouard Philippe dans un entretien aux Échos publié dimanche soir. Mais qui est concerné par ce bonus ? Bonsoir et bienvenue dans le journal de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le directeur général de l'Imprimerie nationale a réfuté des propos tenus par le candidat Marc Ravalmanan hier lors d'un face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle. Des propos concernant 500 000 cartes d'électeurs qui ont été imprimées. D'autre part, le préfet de police a également fait un démenti concernant les allégations de ce candidat sur une certaine pression exercée par le ministre de l'Intérieur dans le but d'une fraude électorale. Reportage Henri Florian. J'ai écouté la conférence de presse du directeur général de l'Imprimerie nationale et j'ai entendu que les cartes d'électeurs sont passées de 10 000 et plus à 12 000 et aujourd'hui ils veulent imprimer 500 000 fausses cartes d'identité nationale. Il y a de fausses cartes d'identité et de fausses cartes d'élection en circulation actuellement. Si les cartes d'électeurs fausses, Ce sont les propos tenus hier par le candidat Marc Ravalmanan lors d'un face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle, organisé par la CENI et diffusé en direct sur la chaîne audiovisuelle nationale. Aujourd'hui, le directeur de l'Imprimerie nationale a tenu à répondre aux propos concernant les 500 cartes d'identité nationale imprimées et les pressions exercées sur lui, des propos réfutés par le directeur de l'Imprimerie nationale. Au sein de l'Imprimerie nationale, on procède par banc de commande. Sans ce banc, l'imprimerie ne fait aucune impression et chacun peut vérifier quelles sont les commandes passées par le ministère de l'Intérieur. Il est vrai qu'il y a de fausses cartes d'identité nationale. L'Imprimerie nationale a d'ailleurs apporté quelques explications sur ces fausses cartes en expliquant comment reconnaître les vrais des faux et ont expliqué la procédure de commande. C'est le ministère qui passe la commande à l'Imprimerie nationale. Ensuite, nous faisons la livraison. Il en est de même pour les cartes d'électeurs. D'autre part, il n'est pas vrai que le ministre de l'Intérieur exerce une certaine pression sur les divers représentants de l'État sous sa supervision, selon les explications apportées par le responsable au niveau de la préfecture d'Antananarivo. Il faut se poser des questions sur la véracité de ces allégations. Est-ce une question politique ou une préparation psychologique pour ce qui se passera après l'élection? S'il y avait eu pression, j'aurais été le premier à le subir, alors que je n'ai jamais eu vent de cela et je ne l'aurais sûrement pas accepté. J'ai toujours été pour une élection transparente et il n'est pas possible que le ministre de l'Intérieur organise une fraude électorale. À la veille de l'élection, la population ne veut plus de nouvelles tentatives de troubles à travers les rumeurs en tout genre, à l'exemple de ceux exprimés dans les plaintes déposées par le candidat Marc Ravalmanan et ses partisans au palais d'Ombudsman. D'ailleurs, les citoyens se demandent depuis quand les requêtes concernant le processus électoral peuvent-elles être déposées auprès du président de la République par intérim, ce dernier qui a déclaré qu'une enquête allait être ouverte concernant les fausses cartes d'électeurs et les fausses cartes d'identité nationale.
Toujours concernant les propos tenus hier par le candidat numéro 25, Deira Ranjit Sarafar, ancien directeur général de l'Analogue, a contesté des allégations concernant la saisie d'une propriété appartenant à la FJKM par la vice-primature en charge de l'aménagement du territoire au cours de la période de transition. Des mensonges indignes d'un candidat à la présidentielle, selon ses explications. Écoutons. Les allégations du candidat Marc Ravalman lors de l'émission diffusée en direct sur la chaîne audiovisuelle nationale hier, selon lesquelles la vice-primature en charge de l'aménagement du territoire aurait saisi une propriété de la FJKM au cours de la période de transition sont fausses. C'est ce qu'a déclaré Deira Ranjit Sarafar, ancien directeur général de l'Analogue ou Agence nationale d'appui au logement et à l'habitat lors de la période de transition, au cours de son passage sur la plateforme Miaramanunza. Cette propriété est devenue un siège de l'Analogue. En 2007, cette propriété appartenait à la société Coroa et après sa dissolution, elle a été cédée à l'État. À la suite de cela, l'ancien chef d'État a vendu cette propriété à la FJKM à un franc symbolique. À l'époque, il a déclaré que c'était pour bâtir une infrastructure pour la communication. Alors qu'au final, elle a été cédée en échange d'une propriété de la LMS à Faravouach, cette dernière qui a ensuite été mise au nom du fils de cet ancien président de la République. Il a expliqué pourquoi la propriété sise à un Kadembaok et qui a été donnée par Marc Ravalman à la FJKM en échange d'une propriété sise à Faravouach, un musée, a été restituée à l'État. Après avoir eu ce domaine, la FJKM a fait un contrat de bail commercial avec un grand magasin. En 2011, lors de la période de transition, nous avons constaté qu'il y avait de nombreuses anomalies concernant l'occupation de ce terrain. Selon la loi portant sur la propriété et les domaines privés de l'État, lorsque des propriétés de l'État sont cédées à des particuliers et qu'elles ne sont pas utilisées aux fins qui ont été convenues au départ, au cours des 5 premières années, l'État peut les récupérer. D'autre part, les domaines privés de l'État ne peuvent ni être vendus ni être cédés à une tierce personne. Après une telle constatation, la vice-primature de l'aménagement du territoire, à l'époque de la transition, a écrit à la FJKM et lui a dit qu'elle avait un droit de recours. L'affaire est restée sans suite, donc la propriété est retournée à l'État et le siège de l'Analogue y a été par la suite placé. Une propriété qui a été échangée contre un musée au nom de la FJKM, un musée qui a été transféré au nom du fils de l'ancien chef d'État, Marc Ravalman. À l'époque où cet ancien dirigeant était vice-président de la FJKM, cette même propriété qui, selon le candidat numéro 25 hier, a été prise de force à la FJKM, un mensonge indigne d'un candidat à la présidentielle selon les explications. Sur un tout autre sujet, la plupart des électeurs savent actuellement sur quel candidat porter leur choix le 19 décembre prochain. Il est important que chaque citoyen effectue son devoir le jour de l'élection. C'est par le biais du choix fait à travers le passage aux urnes que la population marque la démocratie du pays. Reportage au Nassain. La période de la seconde campagne électorale pour le débat présidentiel prend fin aujourd'hui. Pour la plupart, les électeurs savent déjà sur quel candidat portera leur choix le 19 décembre prochain. Je trouve que la période de campagne électorale n'a pas suffi pour présenter en détail les projets de chaque candidat, mais quoi qu'il en soit, je sais déjà pour qui je vais voter. Je trouve que la période de campagne électorale n'a pas suffi pour présenter en détail les projets de chaque candidat, mais quoi qu'il en soit, je sais déjà pour qui je vais voter. Selon l'explication d'un membre de la société civile, un fort taux de participation le jour de l'élection favorisera le candidat qui sera élu. La hausse du taux de participation est importante car cela déterminera le véritable choix du peuple. Un faible taux de participation ne sera pas une bonne image pour l'expression de la démocratie. C'est d'ailleurs parce que l'élection est importante que le jour de l'élection a été classé journée chômée. La société civile incite chaque électeur présent sur la liste électorale à effectuer leur devoir le 19 décembre prochain, mais également à garder un œil sur le processus électoral afin de minimiser au maximum les risques de fraude électorale. Demain, ce sera la journée de silence électoral. Il ne sera plus permis de faire campagne, que ce soit verbalement, à l'écrit ou en images. Et à compter de midi, il ne sera également plus permis de vendre des boissons alcoolisées.
Toujours dans l'actualité politique, quelques jours avant la tenue du second tour de l'élection présidentielle, le FFKM, ou Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, a publié un communiqué afin que chacun fasse en sorte de préserver le calme tout au long du processus électoral. Il incite tous les électeurs inscrits sur la liste à se rendre aux urnes le jour de l'élection. D'autre part, face aux diverses publications incitant à la haine sur les réseaux sociaux, le FFKM invite les deux candidats à la présidentielle à servir de modèle afin de prévenir toute forme d'altercation entre les partisans des deux camps. Le Conseil des Églises chrétiennes a achevé sa déclaration en invitant chaque citoyen à prier pour le pays à la veille d'une date qui va marquer l'histoire de Madagascar. Côté économie, de 2002 à 2006, mandat de Ravalomanana, la dévaluation de la monnaie nationale par rapport à l'euro a atteint les 123,36% et le prix du kilo de riz a augmenté de 100%. Et pourtant, hier, le candidat Marc Ravalomanana a déclaré qu'il est capable de maîtriser l'économie du pays. Voici quelques chiffres qui relatent quelques vérités du régime de Marc Ravalomanana. Selon le candidat Marc Ravalomanana, la maîtrise de la valeur de l'arrière et l'augmentation de cette valeur par le biais de la maîtrise du cours de change permet de lutter contre la dévaluation monétaire. Théoriquement, cela est faisable, ce qui amène à se demander pourquoi ce candidat n'a-t-il pas appliqué cette théorie lorsqu'il était au pouvoir. Voici quelques chiffres sur les taux de change qui permettent de prouver la mauvaise gestion au cours du régime de Ravalomanana Marc, enfonçant peu à peu le pays dans le gouffre. Taux de change, mai 2002, 1 euro égale 1220 arrières. Décembre 2006, 1 euro égale 2725 arrières. Ce qui signifie qu'entre cette période, la dévaluation de l'arrière a atteint les 123,36% par rapport à l'euro. Cela ne peut pas être classé comme un progrès car Madagascar n'a pas encore réussi à se suffire à sa propre production. Elle dépend encore des produits importés. En faisant une projection, si Ravalomanana Marc est élu au cours de cette prochaine élection, l'euro qui aujourd'hui varie à près de 4 000 arrières, il pourrait atteindre les 8 934 arrières au cours de 5 prochaines années, alors que durant la période de transition, la dévaluation de l'arrière par rapport à l'euro a été maîtrisée à 21% en 4 ans et 9 mois, période de transition, et ce, malgré l'absence d'aide extérieure. D'autre part, selon l'Observatoire du riz en mai 2002, le prix du kilo de riz était à 500 arrières au mois de mai 2002 et au mois de décembre 2006, il a atteint les 1000 arrières. Ainsi, le prix de cette denrée a doublé en 5 ans. Quels ont été dans ce cas étaient les avantages tirés d'une augmentation des terrains agricoles? Seule l'entreprise de cet ancien chef d'État a pu en bénéficier. En projetant ces chiffres sur les 5 ans à venir, dans 5 ans, le kilo de riz atteindra les 3800 arrières si Marc Ravalomanana retournera au pouvoir. Et pourtant, au cours de la période de transition, cette hausse a été maîtrisée à 31%, sans avoir eu besoin d'augmenter la surface agricole. En ce qui concerne le carburant, selon des informations fournies par l'Office malgache des hydrocarbures, en décembre 2006, le prix de litre d'essence était à 3 470 arrières et celui du gazole à 2 800 arrières, contre 2 478 arrières pour le litre d'essence et 2 148 arrières pour le litre de gazole au mois de mai 2002, soit une hausse de 184% pour l'essence et de 161,81% pour le gazole. Malgré la crise mondiale, ces chiffres démontrent une mauvaise maîtrise de l'économie, puisque en France, par exemple, au cours de la même période, le prix du litre de l'essence n'a augmenté que de 22,16% et celui du gazole de 40,25%. Au cours de la période de transition, le prix du litre de l'essence super n'a augmenté que 40% et celui contre 184% au cours du régime Ravalomanana. Et le prix du litre de gazole a augmenté de 30% si au cours du mandat de Ravalomanana, cette hausse était de 261,81% entre 2002 et 2006. Ces chiffres suffisent à démontrer que les promesses du candidat Ravalomanana Marc ne sont que des promesses en l'air.
Place aux actualités internationales. En France, suite à la mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement détaille les mesures sociales de sortie de crise. Édouard Philippe a annoncé la hausse des primes d'activité, mais qui au final sera bénéficiaire de ce bonus? Les réponses dans ce reportage de France 24. Sur les barrages des Gilets jaunes, on commente la hausse de la prime d'activité annoncée par Édouard Philippe. C'est des miettes. Bon, pour moi, c'est une prime, c'est pas une augmentation. Et puis, pour moi, une prime, c'est que celui qui est juste au minimum, là, au SMIC, il suffit qu'il ait une petite augmentation, ça y est, bing, il perd la prime, quoi. En fin de compte, c'est ça. Pourtant, la mesure va bien au-delà des salariés au SMIC. Elle sera attribuée en fonction des ressources du ménage. Au total, 5 millions de foyers sont concernés par l'augmentation de la prime. En bénéficieront non seulement les salariés du privé, mais aussi les fonctionnaires et les indépendants. Par exemple, un salarié sans enfant jusqu'à 1 560 € de salaire net touchera 100 € en plus, mais également une mère célibataire qui perçoit 2 000 € de salaire net. Autre cas, un couple avec enfant dont l'un touche le SMIC et l'autre 1 750 € touchera 200 € en plus. On voit que le dispositif va être élargi, c'est-à-dire que des personnes qui sont quand même assez nettement au-dessus du SMIC, donc jusqu'à 1,5 SMIC, vont pouvoir en bénéficier. Et ça, pour cette raison, c'est parce que le gouvernement ne voulait pas que tout s'arrête juste au niveau du SMIC et qu'après, quelqu'un qui soit juste au-dessus du SMIC n'en bénéficie pas. Mais attention, tous les salariés au SMIC n'ont pas droit à la prime d'activité. 1,2 million d'entre eux font en effet partie des 30% de foyers les plus aisés. Il suffit pour cela que l'un des conjoints touche un revenu élevé. Concernant l'attentat de Strasbourg, selon le dernier bilan, une 5e victime de la fusillade est décédée après des jours passés dans le coma. Les détails à travers ce reportage de France 24. Pedro Orent Nidzielski, dit Bartek, est la 5e victime de Cherif Shekat. Son frère l'a annoncé hier soir sur sa page Facebook. Le Strasbourgeois, d'origine polonaise, avait été atteint d'une balle dans la tête mardi soir. Il sortait d'une boulangerie rue des Orfèvres, accompagné d'Antonio Megalizzi, un journaliste italien, décédé lui aussi des suites de ses blessures vendredi dernier. Luc Arbogast chantait encore pour lui hier, place Kléber, lors du rassemblement citoyen. Bartho était une figure de la vie strasbourgeoise. À 35 ans, passionné de BD, il était l'un des fondateurs du festival Strasbulle qui lui rend hommage ce matin. Citoyen du monde, il parlait plusieurs langues, dont le yiddish. Nous l'avions rencontré il y a 2 ans lors d'une université d'été. C'est comme retrouver un peu les vieilles racines perdues à cause de la guerre. Je pense que c'est comme une Pologne nostalgique que je recherche à travers cette langue. Demain soir, le bar Les Savons d'Hélène, où il a travaillé, rendra hommage aux victimes, une soirée en musique pour que la paix et la vie l'emportent. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, le directeur général de l'imprimerie nationale et le préfet de police d'Antananarive ont réfuté des propos tenus par le candidat Marc Ravalman hier concernant certains points impliquant l'imprimerie nationale et le ministre de l'Intérieur dans une fraude électorale. Dera Rangiatsarafar, ancien directeur général de l'Analogue, a également contesté des allégations concernant la saisie d'une propriété appartenant à la FJKM par la vice-primature en charge de l'aménagement du territoire au cours de la période de transition. En France, suite à la mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement a annoncé la hausse des primes d'activité, mais ce ne sont apparemment pas tous les salariés qui pourront bénéficier de ce bonus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.